Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis très content de faire cette présentation parce que on va en discuter, c'est un peu la valorisation du travail que j'ai fait en stage ces derniers mois qui arrive là et on espère que ça pourra continuer derrière. Ensuite, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je crois que sur le programme il y a marqué l'adaptation du pommier au changement climatique ou quelque chose comme ça. Je vais préciser un petit peu le sujet de ma conférence. En fait, je vais en parler après. Moi, j'ai fait un stage ces derniers mois sur l'adaptation des producteurs de pommes, en gros la région du pays de Dinan et compagnie, la zone parc, on en parlera un petit peu après, au changement climatique. Donc, comment ils peuvent adapter leur culture et leur pratique au changement à venir. Et du coup, je vais commencer un peu par vous présenter aussi le contexte climatique et quels enjeux il va y avoir sur la culture de pommes. On va parler de comment ils s'adaptent. Donc c'est un peu les petites questions que vous avez ici. Bon, je me représenterai très rapidement, juste pour contextualiser, un petit peu après. Donc, comme je le disais, j'ai une formation, un cursus d'agronome que je viens de terminer en septembre. Et en fait, j'ai fait un stage de fin d'études dans la structure qui s'appelle Cœur Émeraude. Alors, ceux qui sont d'ici doivent en avoir entendu parler, donc qui portent le projet de parc naturel régional et de la Rance et des Côtes d'Émeraude, donc le futur troisième PNR de Menton. Et c'était un stage qui était aussi encadré par le pôle fruitier de Bretagne, dont je vais parler juste avant, donc je ne représente pas. Et puis on en reparlera un petit peu après. Je reviendrai plus précisément sur mon stage ensuite. J'ai une question aussi pour vous avant de démarrer, parce que je ne sais pas trop quel public il y a. Donc j'ai trois petites questions à vous poser. D'abord, je voulais savoir si par hasard il y avait des producteurs de pommes professionnels, donc agriculteurs ou pas, qui auraient une activité économique un peu significative. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Bon, je m'en doutais un peu, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont conjointes, par exemple, de producteurs ou qui ont dans la famille directement? Pas plus que ça. Ok. Et ma deuxième question, c'est un peu d'où vous venez. Qui est des Côtes d'Armor ou d'Ille-et-Vilaine, par exemple? Côte d'Armor. Je me disais, il y en a si peu. Ceux qui n'ont pas levé la main, Bretagne, on peut par là, Pays de la Loire, Normandie. Pardon? D'accord. Ok, donc c'est du très local. Bon, j'aurai moins de précision à faire. Et un petit moment de définition avant de démarrer. Quand je vais parler de pommes dans la présentation, si je ne précise pas, je parlerai à chaque fois ensemble des pommes à couteau, pommes acides et pommes à jus, qui sont les trois productions principales. Et quand il y aura des précisions sur une filière ou sur un type de production, je le dirai à l'oral. Donc tant que je dis juste pommes, c'est ces trois-là à la fois. On verra qu'il y a des spécificités, il y a des choses quand même qui se recoupent. J'ai prévu en gros 2 temps et 4 parties dans ma présentation. Je vais commencer par vous présenter un petit peu les aspects de changement climatique, et notamment leurs conséquences, en tout cas les grands enjeux qui peuvent se poser pour l'agriculture et l'arboriculture en général. Et après, je vais faire un focus sur un petit point particulier qui est justement la question du gel, dont on parlait en introduction. Et en fait, l'évolution de la floraison des pommiers et les questions que ça pose par rapport aux problématiques du gel. Et la deuxième partie, ce sera plutôt les résultats de mon travail de stage, qui sont vraiment sur les stratégies d'adaptation des producteurs donc de la zone du parc, et un petit peu autour, du futur parc, pardon, aux enjeux que je représentais en première partie. Et puis on élargira derrière sur quelques perspectives pour la suite. Donc je vais commencer par quelques généralités sur, pas tellement ce que c'est le changement climatique, parce que je pense que tout le monde est un petit peu au courant de ce que c'est, le changement climatique issu des activités humaines, ce genre de choses. Je vous renvoie pour référence, si on parle du changement climatique sur l'agriculture en général et pas juste sur la culture de pommes, à une très bonne présentation, parce que une très bonne présentation qu'avait fait Vincent Dubreuil, qui est géographe et climatologue, qui travaille à l'université de Rennes, il y a normalement des poussières, qui parlait du changement climatique et de ses impacts en général sur l'agriculture. Et moi je vais être un peu plus focalisé sur la culture de pommes aujourd'hui. Donc je vous la donne pour info, je pourrai leur donner la référence derrière si vous n'avez pas le temps de noter. Je vous conseille de la voir si ça vous intéresse en général. Et pour information, les éléments que je vais présenter en première partie, il y en a un certain nombre qui viennent de ces travaux et de ces conférences, parce que il y a qu'un climatologue pour parler aussi bien du climat qui nous le fait. Et donc je m'en inspire un peu et je vous le résume en 10 minutes alors que sa conférence fait 1 heure. Et on parlera un peu des implications que ça a directement sur le peuple.
pour partir sur les grandes généralités de démarrage, pour moi, alors c'est peut-être pas exhaustif, hein, c'est même probablement pas exhaustif, il y a 5 grands enjeux qui vont se poser par rapport aux cultures de pommes, et peut-être à d'autres cultures fruitières d'ailleurs. Donc il y a des choses dont vous avez probablement déjà entendu parler. Le fait que qui dit changement climatique et réchauffement dit une augmentation des températures moyennes, je ne sais pas si vous vous rappelez pourquoi. Donc vous avez peut-être déjà vu, alors ça va la peine de dire les légendes, des petits graphiques comme ça qui montrent en gros la normale des températures et les années qui ont été plus froides et les années qui ont été plus chaudes. Donc, le fait que plus ça va, plus les années sont chaudes, ça c'est quelque chose qui est bien connu. Mais en fait, ça c'est la moyenne, donc il y a une tendance à l'augmentation de la température, dont tout le monde a entendu parler. Il ne faut pas oublier qu'un climat moyen, ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment, et qu'en fait ça fluctue autour de ce moyenne. On voit bien que les années, même si ça se réchauffe, il y a des années un peu plus froides. Cette année, typiquement, l'été n'a pas été très chaud. Il est plutôt dans la norme, paradoxalement, alors que les 4 ou 5 années précédentes ont été très chaudes, comme on a entendu parler. Et ça, en fait, cette variabilité, pas forcément entre années, mais à l'intérieur d'une année, c'est quelque chose qui va augmenter, notamment la stabilité qu'il peut y avoir. Donc on en reparlera après, mais l'épisode de gel très fort qu'il y a eu en début d'année, c'était typiquement un gros flux chaud qui est monté avant, une dizaine de jours avant le coup de froid qui lui est monté du, je sais plus si ça venait du Sahara, mais en tout cas du sud de l'Europe au moins, Méditerranée, tout ça. Et après on a eu un froid plutôt polaire qui est descendu derrière avec un intervalle de temps assez court. Et c'est ce genre de phénomène qui se produisait rarement avant, parce qu'il y avait une certaine stabilité, on va le résumer comme ça. Et ça va être de moins en moins vrai, on va de plus en plus souvent avoir des écarts importants sur un laps de temps assez court, et là c'était moins d'une dizaine de jours. Ce qui va, entre autres, être la cause d'une augmentation de la fréquence des événements extrêmes. Donc que ce soit potentiellement des grosses gelées, plutôt des grosses sécheresses, des événements type tornades ou des choses comme ça, des événements climatiques ou météorologiques plutôt, qui étaient peu fréquents avant, qui vont l'être de plus en plus. Et en particulier, c'est les 2 points sur lesquels je vais me focaliser juste après, la pluviométrie, en tout cas en Bretagne, elle ne va pas forcément beaucoup bouger. Alors ça dépend un petit peu des modèles, on n'a pas vraiment de prédiction très claire là-dessus, mais a priori sur le pays de Dinan par exemple, peut-être que ça augmenterait un petit peu sur l'année, mais quelque chose d'assez stable. Par contre, ce qui va changer, c'est la répartition des pluies. C'est-à-dire que, pour faire simple, la période estivale et même peut-être un peu le printemps ou le début de l'automne vont être de moins en moins pluvieux, et les pluies vont plus se concentrer sur les périodes hivernales notamment, et avec des pluies a priori plutôt plus intenses, donc plus de pluie d'un coup sur un laps de temps court, plutôt que de la pluie un peu répartie, comme c'est plus le cas dans la région ici qu'ailleurs. Mais je veux dire par là que, sans forcément que la pluviométrie totale ne bouge, on va avoir quand même des périodes de sécheresse plus intenses, et au contraire des périodes avec de l'excès d'eau, et potentiellement des événements comme on a vu en Allemagne par exemple cette année, avec des grosses inondations parce que forte pluie en temps court. Je vous pousse que vous puissiez voir. Donc je vais en parler après. Et la question de la précocité de la végétation liée au réchauffement, que je développerai aussi après, un peu mieux. Quand on parle de changement climatique, souvent on parle de plus X degrés à l'échelle de 30, 50 années, un siècle, enfin un siècle. Mais en fait, souvent, c'est pas très parlant en fait, la question de juste un climat moyen qui se réchauffe de quelques degrés. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en gros, là, sur cette projection, en 2050, donc dans 30 ans, la Bretagne passerait d'une température moyenne sur l'année de entre 10 et 12 degrés à 12 et 15. Dit comme ça n'a pas l'air très parlant. Je vais vous montrer sur un graphique qui est un petit peu plus compliqué, mais on va prendre le temps de le décortiquer. Donc tout ça, ça vient des travaux de Vincent Desbreuil, qui montre la fréquence de différents types de climats. Ici à Rennes, mais on pourrait prendre d'autres points en Bretagne, c'est assez similaire. C'est un peu plus continental à Rennes. Qui montre par exemple que le climat qui est là 8 années sur 10, donc 81% du temps, c'est celui-ci. Alors bon, le sigle n'est pas très important, mais en gros c'est le climat typique de Rennes. J'ai la légende en bas d'ailleurs. Donc avec des étés pas trop chauds et une relative saison sèche malgré tout l'été. Donc le climat typique, on a aussi à Dinan, c'est similaire. Celui que vous avez, alors les deux autres ne sont pas très importants pour l'instant, celui que vous avez ici, donc le plus vert foncé, c'est plutôt le climat brestois. Pour faire simple, c'est un peu plus pluvieux, un peu plus frais l'été. Ça, c'est la fréquence actuelle. Donc 8 années sur 10, c'est le climat classique qu'il y a. Une année sur 7, c'est plutôt un climat un peu plus froid. Et une année sur 30 ou sur 10, c'est nettement plus chaud. Donc c'est assez rare.
donc, qui reste présent qu'une année sur un peu moins de 10 dans l'ordre de grandeur. Mais malgré tout ça, ça peut avoir des conséquences assez importantes sur l'agriculture. Hein. Déjà, un climat méditerranéen, une année sur 2, même une année sur 3, c'est plus vraiment la même chose. Ça sélectionne un peu plus certaines cultures, ça met une pression en plus. On y viendra juste après. Et là, j'ai la version scénario entre guillemets pessimiste, qui est plutôt celui dans la trajectoire actuelle, en tout cas le plus pessimiste sur la trajectoire actuelle, qui lui donne quelque chose qui est à peu près similaire à celui-là à la fin du siècle, mais à la moitié. Et vous voyez la part du scénario semi-aride, du climat semi-aride à la fin du siècle, c'est notre histoire. On pourrait dire, pour schématiser, celui du haut on peut s'adapter assez facilement, enfin, non, on peut s'adapter plus facilement, celui du bas c'est déjà notre histoire. Ça c'était pour vous représenter, voilà, qu'est-ce que ça veut dire plus 2 degrés ou plus 3, 4, 5 sur les versions les plus pessimistes. Donc en gros j'ai pris celui-là parce que c'est le scénario, on parle tout le temps des 2 degrés, ce serait à peu près ça. Sachant qu'on est déjà engagé, on a déjà réchauffé d'un peu plus d'1 degré, et on a engagé pour quasiment un réchauffement qui va continuer jusqu'en 2000 au moins 50, et si on se débrouille bien, qui commencera à baisser un peu après. Si on ne se débrouille pas bien, ça continuera encore un moment. Quelles conséquences ça peut avoir? Alors je ne sais pas si ça va être très visible pour vous, mais je vais le commenter. Là, c'est un petit schéma qui montre maintenant l'intensité des sécheresses et qu'est-ce que ça donnera à la fin du siècle. Et donc avec des étapes intermédiaires, donc à peu près la moitié, les 3 quarts, les 70, par exemple 2070, et puis la fin du siècle. Et donc le code couleur montre comment, selon le scénario, donc le plus optimiste, je pense qu'on peut un peu, je vais me permettre de dire que je pense qu'on peut l'oublier, c'est celui à moins de 2 degrés, plutôt 1,5 degré. Pour l'instant, on ne part pas trop dans cette trajectoire, donc je pense qu'il est plus important de se préparer à cela. Donc on voit en gros une augmentation de déficit qui va, donc les zones qui deviennent rouges et qui étaient jaune-vertes avant, c'est une histoire d'un doublement. En ordre de grandeur, ce sera 2 fois plus sec, en tout cas il manquera 2 fois plus d'eau que ça peut être le cas maintenant pendant l'été. Bon, c'est juste pour illustrer, les valeurs en soi ne sont pas très importantes, mais on voit voilà, que ça peut augmenter au fur et à mesure du siècle. Nous on est à peu près par là, hein, pour ceux qui se réparent pareil. On voit que dans la région, en tout cas dans la zone, on a des études de l'enquête que je vais vous présenter après. Ça peut commencer à craindre un petit peu à horizon de la moitié du siècle ou de la fin. J'ai pris une autre façon de le visualiser, donc c'est toujours à Rennes. Les documents que j'ai trouvés étaient tous sur Rennes. Mais on trouvera des choses assez similaires ailleurs en Bretagne, peut-être un peu moins critiques parce que Rennes a une influence un peu plus continentale, l'ouest de la Bretagne typiquement un peu moins. Là vous avez l'intensité et la fréquence des sécheresses observées sur, oui c'est ça. En gros, la normale, et puis jusqu'au début des années 2000, donc 70-2005. Plus c'est rouge, donc dans ces zones-là, plus la sécheresse a été importante, donc là c'est qualifié carrément d'un mois aride. C'est pas un climat qui est aride, mais ce mois-là il a fait particulièrement chaud, et il y a eu beaucoup de transpiration de la végétation. Donc on voit que pour l'instant c'est assez rare, qu'il y a des étés plutôt secs, il y en a qui sont un peu moins secs, et puis il y a des étés assez cléments. J'imagine que cette année doit être plutôt dans le vert. Et on voit que c'est réparti comme en gros un peu plus d'un tiers de un peu sec et un tiers de vraiment sec, et le climat aride est assez rare. Si on prend la même chose et qu'on part sur les scénarios climatiques, qu'est-ce qu'il nous donne pour l'horizon de la milieu du siècle à peu près et la fin du siècle? On voit que le rouge a pris un peu plus de place, donc des étés vraiment très secs, donc arides, comme ils sont qualifiés ici, qui commenceront à arriver, je crois que ça fait 30% là par exemple au mois d'août. Et l'autre partie qui réduit un petit peu du coup. Et à la fin du siècle, pareil, de plus en plus souvent des étés très chauds. Donc c'est à la fois une intensité de sécheresse qui va augmenter les étés les plus chauds, et ça va arriver plus souvent que maintenant. Et c'est maintenant qu'on se fait peur, donc ça c'est la version... avant c'était le scénario plus de degrés. Je vais vous refaire le petit mouvement, comme ça vous voyez la différence. Donc la référence à gauche, scénario plus de degrés, et là scénario plus pessimiste, donc plus que 2 degrés on va dire au moins. Et donc là c'est le plus pessimiste. Donc là on voit qu'en gros on n'aura plus que des étés secs, voire très secs, qui prendront 70% là, par exemple sur le mois de juillet. Donc 70% des sécheresses seront de ce niveau-là.
Sachant que ça donne un ordre de grandeur. Une fois de plus, le modèle, c'est pas comme la météo, il ne sait pas vous dire qu'il fera 14 degrés demain matin, ce qui m'étonne dans cette saison. Mais il est plus en train de vous dire qu'il y aura de plus en plus tel type d'événements climatiques. Et dans quel ordre de grandeur? Est-ce que ce sera 2 fois plus que maintenant? Est-ce que ce sera 10 fois plus? C'est plutôt à ça qui sert. Et pas tellement à vous dire précisément la météo qui fera en 2070. Et du coup, là j'ai parlé un peu des grandes généralités. Je vais faire un zoom sur le cas de la floraison du pommier et les impacts qu'il peut y avoir par rapport à une recrudescence de dégâts de gel. Vous allez voir pourquoi, c'est un peu contre-intuitif, changement climatique, on se réchauffe, donc moins de gel, et on va voir que pas tellement. Et en masse production, je vous dirais que on va s'intéresser au problème de gel parce qu'en général, les pommes gelées, on les préfère comme ça. Il fallait que je cale une petite référence. Et je vais parler un petit peu, par exemple, de l'exemple qu'il y a eu cette année. Là, je pense que tout le monde a dû en entendre parler, là, des grosses gelées qui ont eu en début d'année. Donc là, c'est une carte de l'estimation des dégâts, qui sera un peu à revoir maintenant, peut-être à la baisse d'ailleurs, sur l'arboriculture et la vigne au moment du premier coup de gel, le premier vrai coup qui était donc autour du 7 avril. Donc on voit jusqu'à de très gros niveaux de perte dans le tiers central de la France. Et puis un peu variable autour, en Bretagne, c'est peut-être un peu à nuancer la prévision, on y reviendra. Donc c'était pour illustrer. En fait, ce qui a fait qu'il y a eu de gros dégâts de gel en ce début d'année, c'est pas tellement qu'il a fait particulièrement froid, même si en fait là à droite vous avez une carte qui donne les records de température minimale qu'il y a eu début avril. Donc effectivement on a battu un certain nombre à cette période, mais malgré tout des gelées importantes en avril, c'est pas rare. En tout cas en Bretagne un peu moins, mais sur le reste de la France pas tellement. Et d'ailleurs on peut voir qu'on n'a pas battu de record ici. Ce qui a été particulièrement en fait problématique, c'est qu'avant vous avez les maximales en mars, et là on a battu des records de partout. En fait, ce qui a fait que la végétation, enfin les arbres fruitiers et la vigne ont souffert du gel, c'est qu'il avait fait très chaud en mars. Je pense que vous l'avez remarqué au début d'année. Après, on avait un mois d'avril un peu collé, mais en mars il faisait très bon. Du coup, la végétation avait déjà bien avancé. Donc il y avait beaucoup de floraison typiquement qui était commencée. Et la floraison, c'est un moment où l'arbre craint par rapport au gel. Et comme elle était en avance et qu'il a fait froid après, à peu près comme c'était normal, même si ça a été plus froid que d'habitude, il y a eu des dégâts. Et en fait, donc ça c'est, je n'ai pas précisé, ça c'est une étude au niveau national qui a regardé, plutôt sur l'ensemble de la France, mais un peu au niveau national, qui a montré qu'il y avait un lien entre le réchauffement climatique et les dégâts de gel. Il se trouve que, en utilisant des données qu'avaient relevées les mordus de la pomme, et je salue le travail qu'ils ont fait en relevant pendant une trentaine d'années les dates de floraison des pommiers, tous les ans sur un certain nombre de vergers. Avec ça, on a pu montrer qu'il y avait un lien entre le cumul des températures, donc la quantité de chaleur qu'il y a eu depuis le début de l'année, ce qu'on appelle en agronomie les degrés jours de croissance, qui est en gros une mesure de est-ce qu'il a fait vraiment bien chaud, dans ce cas-là pendant la journée, depuis le début de l'année ou pas. Et en fait, on a pu montrer que la date de floraison est essentiellement dépendante d'une quantité de degrés jour. Quand il a fait suffisamment chaud depuis le début de l'année, en cumulé, pouf, le pommier se met à fleurir, et c'est essentiellement dépendant de ça. Le fait qu'il se paramètre et qu'il y a une augmentation des températures moyennes du fait du réchauffement climatique, donc en moyenne, il y aura toujours des années froides et des années plus chaudes que la moyenne, mais en moyenne ça va se réchauffer, donc il fera un peu plus chaud en début d'année, donc la floraison va être un peu plus avancée, puisqu'il y aura plus de chaleur pour la végétation. Et hop, ça y est. Hop, je vais spoiler la suite. Qui dit avancée de la floraison, on pourrait dire qu'il y aura peut-être moins de gel, du coup ça ne va pas forcément être un problème. Le fait est qu'en fait, il y aura peut-être un peu moins souvent du gel. On l'a vu, il y aura des années plus chaudes en moyenne, ce qui veut pas dire qu'il n'y aura pas des années gélides. Et il ne sera pas forcément moins intense que maintenant, même si en moyenne, oui. Mais il n'empêche qu'il restera des années où il y aura beaucoup de jours de gel, y compris tardif, donc en avril, voire tout début mai. J'en discutais donc avec Vincent Dubreuil, justement, et il nous disait qu'à son avis, les seins de glace, donc, qui sont plutôt autour de la mi-mai, ça avancerait peut-être de quelques jours. La fin des périodes vraiment gélives, ce serait peut-être début mai plutôt que mi-mai, mais malgré tout, ça ne change pas forcément grand-chose pour la végétation. Et on va voir après qu'elle va peut-être avancer beaucoup plus que ça. Oui, oups, pardon. Donc tout ça va amener à une augmentation de la végétation.
Alors les graphiques sont un peu compliqués, mais je vais essayer de les simplifier. Ça c'est donc selon toujours deux scénarios, donc le plus de degrés à peu près, dans ces ordres de grandeur-là, et le scénario le plus pessimiste. Ça vous donne la date de floraison en fonction de en fonction de l'année, donc plus on s'avance dans le siècle. Donc on voit, donc, selon différents modèles, donc c'est les courbes rouge et bleu, et qu'on voit qu'à la fin du siècle, elle nous donne par rapport à la norme de maintenant, qui est à peu près ici, sur les variétés étudiées, on va se retrouver avec une date de floraison qui va s'avancer, donc on est plus bas sur le graphique, et qui va s'avancer en gros selon les modèles, et si on est plus ou moins pessimiste ou optimiste dans les hypothèses, d'une semaine à un mois, pour donner les grands ordres. Et n'importe quoi entre les deux, hein, on ne sait pas précisément si ce sera une semaine, 10 jours ou plus. Et il faut préciser deux choses, c'est que vous voyez que j'espère que vous voyez bien, les courbes sont assez variables. En fait, il y a la moyenne, donc qui va s'avancer, mais il y a aussi le fait qu'aucune année ne se ressemble. Comme je disais tout à l'heure, le climat moyen, c'est le climat d'aucune année en pratique, ou assez rarement. Et en fait, il y aura des années où ça va fleurir plus tard que la moyenne, et il y a des années où ça va fleurir plus tôt. Donc si on prend, je ne vais peut-être pas prendre le plus pessimiste, mais si on prend une des données que nous donne ce modèle-là sur une des années, là on est sur une histoire de 30 mars, alors que c'était avant le 15 mai. Si on est un peu plus, comment dire, un peu moins pessimiste peut-être sur les hypothèses, certaines années, la norme sera passée peut-être de début mai, 5 mai, quelque chose comme ça, à 20 avril, mais il y aura des fois où ce sera 20 jours en avance, parce que l'année était plus chaude. Et du coup, en fait, ça va créer un risque de plus, parce que autant peut-être qu'en moyenne, il gèlera, enfin la floraison arrivera juste après le gel, et donc auquel cas il n'y aura pas de problème particulier, autant certaines années, peut-être que ça arrivera vachement plus tôt. Et là, ça peut occasionner des pertes très importantes, comme il y a eu cette année un peu partout en France. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, elle ne me revient plus, c'est pas grave. Ah si, oui. Alors toujours d'après de Vincent Mouret, parce que je ne suis pas climatologue, donc je n'avancerai pas à le dire si ce n'était pas lui qui me l'avait proposé, il me disait qu'en fait les modèles climatiques qu'on a, en général on ne fait pas trop confiance sur les 20-30 prochaines années à partir de la fin des données qu'on leur a données. Pardon, je me répète. C'est-à-dire qu'en gros, si on a un modèle qui est calibré sur des données jusqu'à 2020, jusqu'à 2040 ou 50, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le modèle n'est pas très fiable. Après, il l'est. Donc en fait, c'est la moitié droite du graphique à chaque fois. Je vais essayer de ne pas tirer la blague. Donc en fait, on sait qu'a priori, il y aura une avancée à la fin du siècle. On ne sait pas encore de quelle ampleur, parce que ça dépend de l'ampleur du changement climatique. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est comment ça va évoluer d'ici là. Est-ce que ça va être linéaire? Est-ce que, un peu comme ici, et comme on a pu voir par le passé, certains endroits en France, ça ne va pas bouger pendant un moment, puis d'un coup, il va y avoir un décrochage? Est-ce que ça va avancer très vite d'ici 10 ou 20 ans et qu'après ça ne bougera plus? On n'en sait rien. Et on n'a pas vraiment de raison de penser que ce sera l'un ou l'autre, parce que par le passé, il y a eu des décrochages qui se sont tendus. Dans les années 80, j'ai rangé, d'un coup, ça s'est mis à fleurir plus tôt de mémoire. Il y a des endroits où c'est linéaire, donc c'est difficile à dire. Et ça, c'était aussi pour illustrer encore la variabilité. Donc là, c'est sur les relevés des vendus de la pomme, donc sur, comme je disais, un peu moins d'une trentaine d'années. Et en fait, ça a été continué derrière par un travail de stage de quelqu'un qui s'appelle Kylian Même, et qui est encadré par Vincent Mouret. Ils ont fait des relevés, et donc on voit que d'une année à l'autre, déjà, il y a quand même des variations très importantes. Là, on voit pratiquement un mois d'écart entre les années records dans un sens ou dans l'autre. Et il semblerait, mais on n'a pas pu le confirmer parce qu'on n'a pas assez de données pour ça, que peut-être cette variabilité, d'une année à l'autre, elle serait en train d'augmenter. Alors là, c'est le graphique qui est plus flagrant. On voit qu'au début, c'est relativement contenu et que ça a tendance à augmenter depuis. Il y a d'autres stations où c'est pas du tout flagrant. Donc on n'est pas sûr, mais il est possible qu'elle soit déjà en train d'augmenter et a priori, ce sera le cas à l'avenir. Mais moi, j'ai pas de preuve scientifique, on va dire, à avancer là-dessus, c'est une hypothèse. Et toujours pour illustrer ce point-là, donc là, c'est pareil, c'est à peu près le même graphique, c'est la même station, sauf que tout à l'heure, c'était une variété, là, c'est 23 variétés. Donc c'est un peu plus moyenne, enfin, ça fait une moyenne et ça nous donne une image un peu plus fidèle. Donc ce petit diagramme de moustache, la boîte au centre, c'est l'essentiel des dates de floraison. Donc le gros était là, et puis les extrêmes, là, les petites moustaches, comme on appelle ça, c'est les valeurs les plus extrêmes, pour faire simple. Donc on voit bien que d'une année à l'autre, et donc là il y en a deux qui sont en valeur, ça peut varier beaucoup. Donc il y a l'exemple de 2004, où là, donc c'est celui qui est là, tout a fleuri en même temps, pratiquement. Il y a
10 jours d'écart entre les deux. Parce que cette année-là, il a fait très froid, si je ne dis pas de bêtises, hein, je vérifie quand même un peu. C'est ça. Il a fait très froid en début d'année, donc la végétation n'a pas beaucoup bougé, et après il s'est mis à faire très chaud. Donc les variétés précoces comme les tardives sont arrivées à peu près toutes ensemble à ce moment-là, chaud et pluvieux d'ailleurs. Donc toute la végétation est partie rapidement, donc c'était très concentré. A l'inverse, c'est 2014 de mémoire. Cette année-là, il y a eu une grosse variabilité, parce qu'au contraire, il a fait chaud en début d'année, les variétés précoces ont fleuri tôt, et après il s'est mis à faire froid, et donc les tardives ont mis beaucoup plus de temps à arriver à la floraison. Ce que je veux vous illustrer avec ça, c'est qu'une fois de plus, il y a l'année moyenne, et en fait il y a toute la variabilité autour. Et si on avait tous les ans quelque chose comme ça, pour les agriculteurs en général c'est plutôt facile, si vous savez que tous les ans ça va être à peu près pareil, c'est plus facile à gérer que vous ne gérez pas la météo, et cette année-là, les précoces arrivent vachement plus tôt, les tardives vachement plus tard, ou inversement. Et ça peut jouer sur le risque de gel, c'est que vous ne pouvez pas prédire à l'avance, ou en tout cas pas plus que quelques jours à l'avance, quel dégât de gel vous allez avoir, parce que vous ne savez pas quand ça va fleurir. Et c'est pas pratique aussi pour éventuellement s'en protéger. Voilà, il y a eu... Donc ça c'est quelque chose qui a été étudié dans les travaux précédents grâce aux données des mordus et un travaux qui a été encadré par Carrémon. Donc qui a permis de montrer ce lien entre gel et floraison et les risques qu'il va y avoir. J'ai parlé de la sécheresse, je ne vais pas développer maintenant, on reviendra sur les questions. On a aussi travaillé un peu sur la réserve utile en eau des sols, c'est-à-dire la capacité des sols à garder plus ou moins d'eau pendant la période où il ne pleut pas. Voilà. J'ai pris ce graphique-là juste pour vous illustrer que sur le petit territoire qu'on a, qui fait de mémoire 18 km², et 50 km de côté, on peut aller d'une réserve utile très importante à une réserve... Les valeurs ne sont pas très importantes, mais il faut retenir qu'en gros, de la plus petite à la plus grande mesurée, il y a 1 x 5, ou 1 x 4, quelque chose comme ça. Donc, tous les agriculteurs, tous les terrains et tous les terreaux dans lesquels sont les pommiers ne sont pas égaux par rapport à la capacité à rester frais et charger en eau pendant l'été. Je ne développe pas plus. Est-ce que par hasard, sur cette première partie, il y a des questions de compréhension? On profite. Ok, on enchaîne. Sur Saint-Jubac, quand même, c'est la mer des Falins. Et la structure des sols n'est pas la même. Alors, on a regardé aussi la structure des sols et on n'a pas vu de différence flagrante sur le territoire. Pardon, pas la structure. Pardon, je dis une bêtise. La texture du sol n'est pas la même et là, il n'y a pas de différence. La structure, effectivement, c'est un truc qui est à creuser encore parce que, effectivement, c'est pas la même et ça ne retiendra pas forcément autant d'eau. Ça, c'est des paramètres qui sont un peu en train de creuser encore pour savoir comment on peut les améliorer. J'y reviendrai peut-être un peu après vers la présentation, mais ça fait partie du sujet à creuser pour voir comment on peut faire en sorte que le pommier exploite le plus possible d'eau dans le sol, comment le sol peut en garder le maximum. J'en viens aux adaptations des producteurs, donc sur la zone du PNR, que vous allez voir juste après. En fait, ça c'est les résultats de mon travail de stage de ces 6 derniers mois. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui est encadré par Carrémon et Paul Fruitier de Bretagne. En fait, c'est un travail qu'on a fait, sachant que dans des travaux précédents, étudiant un peu la diversité agricole qu'il pouvait y avoir sur le territoire, le but un peu du projet de parc, c'est qu'il y ait un développement le plus durable possible de toute la diversité de ce qu'on a appelé des paysages alimentaires sur le territoire, donc que ça aille du paysage au sens le plus restrictif du terme, c'est-à-dire le simple fait que les vergers de pommiers, c'est une culture emblématique visuellement sur le territoire, mais aussi en fait toutes les pratiques alimentaires qui vont aller derrière et tout ce qui est entre deux, l'agriculture, etc. Donc la fête de la pomme est un bon exemple de ce qui rentre dans un paysage alimentaire du territoire. En fait, on a voulu étudier les enjeux climatiques qu'il y avait autour de la filière pomme. Donc on a fait tous les constats que je vous ai présentés avant. Et une fois qu'on a fait ce constat, on voulait savoir comment on peut faire pour aider les producteurs à s'adapter à ces risques à venir et déjà présents. Donc c'était l'objet de mon stage, qui s'est déroulé sur cette zone d'études là. Donc voilà, je vous ai remis les objectifs très rapidement. Moi, le but c'était de faire une enquête auprès des producteurs pour savoir quels problèmes climatiques ils ont déjà. Donc est-ce qu'ils avaient déjà des problèmes de sécheresse, de gel, etc. Est-ce que ça confirme ce qu'on a vu de manière entre guillemets un peu théorique sur des modélisations et autres. Qu'est-ce qu'ils ont déjà en place comme équipement, typiquement d'irrigation ou de lutte anti-gel, et sur lesquels on pourrait s'appuyer pour la suite. Et
et de chercher des voies d'adaptation, du coup, qui soient spécifiques aux exploitations qu'on a sur le territoire et à leur diversité. C'est-à-dire qu'il y a des petites et des grosses productions, il y a des gens qui font la transformation et des gens qui n'en font pas. Il fallait pouvoir répondre à tous ces cas particuliers, parce que c'est une série de cas particuliers. Bon, ça c'est juste pour illustrer. Vous avez la petite carte avec les petits cercles qui montrent les exploitations que j'ai visitées sur le territoire. Donc, je suis allé regarder un petit peu autour aussi, voir, voilà, pour élargir un peu l'échantillon. Je me suis amusé à le représenter, c'est une façon de représenter la diversité des agricultures qu'il y a, enfin des exploitations. Là, vous avez les surfaces des exploitations. Selon, alors j'ai fait 2 catégories. Vous avez à chaque fois la couleur claire, c'est la surface en verger, et la couleur la plus sombre, c'est la surface totale de l'exploitation. Et j'ai distingué pour, c'était une répartition comme une autre, ceux qui sont en bio, donc qui sont en vert, et ceux qui sont en conventionnel en bleu. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a une tendance assez forte à l'installation de la bio et du HVE d'ailleurs sur le territoire. Et on voit qu'il y a des exploitations qui sont très spécialisées en com, qui n'ont que ça en surface, qui ont en général que ça comme revenu, et d'autres qui ont d'autres surfaces, et qui ont d'autres types de production à côté. On y reviendra, ça fera partie des moyens d'adaptation. Et du coup j'ai questionné les producteurs sur quels étaient les dégâts, enfin les problématiques climatiques qu'ils rencontraient, donc typiquement leur historique de dégâts de gel. Donc là, typiquement cette année, on a eu beaucoup de froid sur l'ensemble de la France, des problèmes de gel, donc j'ai voulu savoir ici qu'est-ce qu'il en était. Il en ressort que finalement, c'est pas passé loin, mais il n'y a pas eu de problème particulier de gel dans l'ensemble, ce qui n'empêche pas qu'il y a eu certaines personnes qui ont été très touchées. Quelqu'un qui me disait qu'il y a eu jusqu'à 50% de pertes, estimées sur sa récolte. Il me semble, d'après mon analyse, mais ça pourra être soumis à quelques critiques. Il me semble que c'était surtout des effets de mauvaise situation, des gens qui sont exposés plus dans un vallon, donc plus au froid, des terrains qui étaient plus propices au fait de subir des dégâts gel que d'autres. Et quand on regarde effectivement les températures relevées, on était juste en dessous de juste au-dessus de la limite de froid que tolère le pommier au moment de la floraison. Et puis de toute façon, beaucoup n'avaient pas déjà fleuri. Par contre, ce qui a changé, c'est pas tellement les dégâts, c'est le fait que beaucoup de producteurs se sont rendus compte en tout cas, on constatait qu'il y avait un problème de gel qui semble qu'ils n'avaient pas eu par le passé. C'était un peu la première année quelqu'un me dit, c'est la première année qu'on vit aussi intensément. C'est la première année que certains tremblaient et avaient peur par rapport au gel, alors que jusqu'à présent, la Bretagne était plutôt une région préservée du gel. En tout cas, on sait ça. Et il semblerait que ce soit un phénomène un peu nouveau sur ces dernières années. Mais c'est un ressenti sur un petit échantillon, donc c'est difficile à dire si c'est vraiment le cas ou si c'est un biais d'observation. J'ai voulu regarder si je vous parlais de l'avancée des dates de floraison, s'il y avait quelque chose de déjà constaté. Dans les données des mordus, ce n'était pas du tout le cas. D'après les producteurs, a priori, pareil, on n'a pas d'avancée déjà constatée. Donc pour l'instant, on est sur la référence, on va dire, le niveau zéro des problèmes de gel. Et ça pourrait augmenter, ça devrait augmenter dans les prochaines années. Par contre, selon l'exploitation, c'est très différent. Ce qui a changé, c'est que les récoltes, donc, en gros la maturité des fruits, sont vachement avancées par rapport à ce qu'ils avaient connu il y a en gros un peu plus d'une dizaine d'années, ce qu'on pourrait appeler la norme. Et ils m'ont quasiment tous rapporté qu'ils avaient 10 à 15 jours d'avance sur leur date de récolte. Ça n'a pas forcément de conséquences problématiques, on en parlera après. Mais c'est quelque chose d'intéressant à noter. Donc là, il y a peut-être un effet déjà du réchauffement, et peut-être d'autres paramètres. Si on regarde la sécheresse, ça c'est un sujet qui les préoccupe beaucoup plus, parce qu'ils ont, pour le coup, été très touchés pour la plupart, notamment ces 4-5 dernières années, là, si on ne compte pas cet été, qui est un peu l'exception qui confirme la règle. Je parlais de la moyenne tout à l'heure et de ce qui fluctue autour. On a entendu parler notamment en 2019, là où il y a eu la canicule dès juin. On a eu plusieurs étés très chauds qui n'atteignaient pas forcément le niveau de 2003, mais qui s'en rapprochaient, et surtout qui ont été chauds pendant longtemps. Et ça a eu un impact sur la production. Alors c'est à des degrés divers, des fois c'est juste une question de rendement qui est plus faible parce que les pommes ont un cavalier plus petit. Ça peut être des problèmes de conservation des pommes au sol, parce que s'il fait plus chaud à l'automne, ça peut poser problème parce que les pommes évoluent plus vite. Ou alors ça peut être le cidre aussi, une fois, pendant sa transformation qui va plus vite. Et ça a des conséquences un peu sur l'organisation du travail, pas forcément négatives selon l'exploitation. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de producteurs qui, au moins depuis une dizaine d'années, ont été plus ou moins obligés
d'installer une irrigation, ce que j'appelle de sécurité. C'est-à-dire c'est pas des gros volumes, c'est pas une irrigation qui est là pour pousser le rendement, en tout cas assez rarement. C'est plus là pour passer la période justement de gros coups de chaud en fin d'été typiquement, parfois au mois de juin d'ailleurs. Donc il est là un peu pour lisser les mauvaises herbes. Ça je vais passer un peu plus rapidement. Quand on parle de changement climatique, en général on pense à réchauffement, sécheresse, problème d'eau, des choses comme ça. On pense un peu moins en fait que s'il fait un peu plus chaud par ici, s'il y a un peu moins de jours de froid, des choses comme ça, ça peut favoriser la remontée de typiquement de ravageurs de culture qui avant ne pouvaient pas vraiment se développer en Bretagne ou moins et qui maintenant pourront plus. Donc typiquement sur le Carpocaps, c'est que vous avez là, celui-là, les producteurs, enfin en tout cas une bonne partie d'entre eux, m'ont signalé qu'ils observaient une génération de plus par an, c'est-à-dire que le Carpocaps se reproduit une fois de plus tous les ans. Donc il passait de 1 à 2 générations à 2 ou 3. Sur d'autres ravageurs, il n'y a rien de flagrant, en tout cas à l'échelle de mon échantillon. Mais ça, c'est déjà un sujet. Il est déjà en augmentation avec une pression plus importante et donc des contraintes sur l'exploitation, dans la lutte contre ça, que ce soit phytosanitaire ou pas, ou dans la tolérance aux pertes qu'on peut avoir. Sur les vents et compagnie, je passe mort. Alors, en fait, on pourrait se demander c'est quoi le problème principal qui est là-dedans. Est-ce que c'est le gel, la sécheresse, les ravageurs? Ce qui est en fait le plus problématique pour eux et qui le sera probablement à l'avenir, c'est pas tellement un de ces phénomènes en particulier, c'est le fait que on pourrait avoir, je vais donner un exemple un peu au hasard, mais une mauvaise année parce qu'il y a eu sécheresse, l'année d'après un problème parce qu'il y a eu du gel, celle d'après parce qu'il y a eu des ravageurs. Je donne peut-être un cas un peu catastrophe, mais pas forcément irréaliste. En gros, pas forcément des épisodes très mauvais sur certaines années, mais plutôt un cumul d'années mauvaises à la chaîne et parfois en extrême. Et c'est ça qui posera peut-être plus de problèmes que vraiment des événements climatiques extrêmes. Malgré tout, la Bretagne restera un peu plus préservée que le reste de la France, et donc peut-être un peu plus tamponnée par rapport à ça. Malgré tout, si vous avez 20 ou 30% de rendement de moins tous les ans de manière structurelle parce qu'il y a toujours un problème, ça change quand même la façon dont vous gérez votre exploitation. Et même quand c'est pour un particulier, ça change un peu. Enfin, les moins de récoltes, les chances de perdre l'arbre peut-être, des choses comme ça. Et du coup, je vous parlais de stratégie d'adaptation, j'ai bien. Donc sur mon territoire, à l'échelle de mon échantillon, c'est pas forcément généralisable. J'ai identifié en gros 4 grandes stratégies que je vais vous détailler juste après, donc que vous avez là. Et je vais les faire un peu par le menu. On les reverra juste après, ne vous inquiétez pas. Donc la première, c'est ce que j'ai appelé la stratégie de statu quo serein. C'est des personnes qui sont assez rares sur mon échantillon. Je ne vais pas préciser, mais j'ai vu à peu près 23 personnes sur le territoire et quelques-unes autour. Donc là, c'était que 2 à 3 personnes selon comment on compte, qui en gros n'ont pas eu de dégâts pour l'instant, qui n'ont pas eu particulièrement de menace de dégâts, et qui du coup sont assez sereins par rapport à ça, et ne se posent pas la question d'adapter leur production par rapport à ces enjeux-là. Ceux-là, ils sont assez minoritaires, mais il y en a, et ils ont de la chance pour eux par rapport à ça. Ensuite, un peu à l'extrême inverse, on a à peu près un quart des personnes que j'ai rencontrées qui ont une stratégie d'équipement et de lutte active, c'est-à-dire d'équipement anti-gel ou contre la sécheresse, donc d'irrigation essentiellement. Et donc ils vont essayer de lutter activement et des moyens sur le moment pour réduire les dégâts, parce que c'est souvent ceux qui ont été le plus touchés, qui ont eu le plus de problèmes de sécheresse essentiellement, quelques-uns du gel pour des questions de situation. Et donc c'est ceux qui sont les plus inquiets. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a un certain nombre qui ont une irrigation de sécurité du fait de terrains qui ne sont pas adaptés, de terrains qui sont mal exposés, des choses comme ça. Et qui parfois nouvelles, parce que ce n'était pas forcément le cas il y a plus d'une. Ensuite, on a une stratégie de ce que j'ai appelé de lutte passive, qui n'est pas tellement, et de faire avec, c'est-à-dire faire avec un risque des pertes. Ça, c'était en gros le gros des producteurs, pas forcément par choix. Eux, ils sont sur l'adaptation au moment de la conception du verger. Après, une fois que le verger est planté, il est là pour 30 ou 40 ans, donc on ne peut plus trop y toucher. En tout cas, c'est plus difficile. Des questions d'espacement, par exemple, parce qu'on a choisi un haut tige ou une basse tige, tout ça, c'est quasiment irrémédiable. Ceux-là, ils sont plus dans une stratégie de ne pas s'équiper pour de la lutte active, soit parce qu'ils n'en ont pas envie, parce que ce n'est pas leur façon de concevoir leur modèle agricole, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce que y a des questions d'équipement, ça coûte. Parfois le verger n'est pas configuré de manière simple, par exemple ils mettent de l'irrigation ou une éolienne anti-gel ou ce genre de choses.
Et pour certains, ils se disent qu'il faudrait, ils n'ont pas envie de le faire, pour gérer certaines mauvaises années. Donc typiquement en essayant de réduire les coûts de production dans leur travail. Alors les autres le font aussi, mais là c'est en particulier le cas. Ou alors, pour l'instant, ils ne sont pas gênés parce qu'ils ont des débouchés suffisamment rémunérateurs et garantis pour que finalement, s'ils ont 5 ou 10% de rendement en moins, niveau revenu, ils s'y retrouvent quand même et ça passe. Et ça va souvent de pair avec cette stratégie-là, qui est donc la dernière, qui est celle d'une diversification, agricole ou pas, mais en général agricole, c'est-à-dire d'avoir un autre atelier de production, qui peut être un autre atelier pomme, mais ce n'est pas le cas sur notre territoire. En Ille-et-Vilaine, par exemple, j'ai vu des cas où il y a des personnes qui ont de la pomme à couteau, en plus d'une production ancienne de jus et de cidre. Ça, c'est pas... En tout cas, les personnes que j'ai vues, il n'y en a aucun qui avait vraiment ça. Il y a un cas où il y a de la pomme à couteau et du jus à peu près équivalent. Mais souvent, c'est une autre activité. Et ce qui vient le plus souvent, c'est une activité d'élevage, parce que, entre guillemets, c'est facile, ça ne l'est pas tout à fait, mais, d'installer sous des vergers, ou en partie sous des vergers, un atelier de plus, que ce soit des moutons comme vous avez ici, de la volaille, copondeuse, des choses comme ça. Et ça leur sert, en fait, souvent, c'est un atelier complémentaire, donc ça a des intérêts de tonte, de lutte contre les ravageurs pour les poules notamment. Pas que, la volaille en général. Et ça leur sert, vous avez un peu les trois catégories en dessous là, soit d'un revenu complémentaire les bonnes années, ce qui est toujours bon à prendre, soit d'une assurance récolte, donc les années où il y a un problème sur la récolte de pommes, ils ont un tampon financier d'un autre atelier qui vient les sécuriser, soit de remboursement d'emprunt, notamment pour ceux qui démarrent, à la place d'un revenu supplémentaire au début. Et bon, j'ai pas trop vu, il y a eu un ou deux cas comme ça, de personnes qui avaient une vraie activité économique à part, qui ne sont pas agricoles, donc typiquement de l'agritourisme, parce qu'on est dans une région très touristique, tout ça, ça pourrait être développé. Il y a une personne qui a un gîte, mais c'est à peu près tout. Donc je vous les ai résumés là, donc les 4 stratégies, sachant que du coup ces deux-là vont souvent de pair. C'est que souvent on a conçu le verger au départ en essayant de limiter le risque, on a mis des haies autour pour protéger du gel ou des choses comme ça, ou pour abaisser un peu la température en local. Et pour tolérer des pertes, on a aussi parfois un pont avec un autre atelier, une autre source de revenus pour se sécuriser. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, il y en a un certain nombre, si on leur en donnait les moyens, qui passeraient peut-être là-dedans. C'est-à-dire qu'ils passeraient sur de la lutte active parce qu'ils auraient les moyens ou les bonnes conditions favorables pour développer ce genre de choses, donc de l'irrigation par exemple, du matériel antigel ou autre. Bon, maintenant qu'on a parlé des stratégies, pour un petit peu conclure ma présentation, je voudrais qu'on fasse un petit exercice de prospective, c'est un grand mot, mais d'essayer d'imaginer, une fois qu'on a vu un peu les stratégies des producteurs, comment ça pourrait évoluer dans 10-20 ans. Je vais mettre ici. Comment la filière locale pourrait évoluer, comment les producteurs pourraient s'adapter à un changement climatique plus ou moins important. Donc en fait, l'exercice que j'ai fait, c'est de faire des petits scénarios assez simples, il est volontairement simpliste d'ailleurs, de dire, à partir de ce qu'on a vu comme constat, les problématiques qu'on sait qui vont advenir, avec toute une incertitude dessus sur quand et quelle intensité, et ce qu'ont envie de faire les producteurs, donc ce qui sort des entretiens, qu'est-ce qui pourrait advenir. Et ça sert essentiellement à avoir un échange, donc on pourra peut-être en parler après avec vous, voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui est plus ou moins désirable selon les personnes, qu'est-ce qui est réalisable, ce genre de choses. Donc le but, c'est vraiment pas de vous dire qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, c'est qu'est-ce que ça pourrait être, et après, le but avec les producteurs, c'est un peu de décider collectivement qu'est-ce qu'on a envie de faire par rapport à ça. Donc j'ai fait 5 scénarios, je ne vais pas tous vous les présenter, ne serait-ce que pour être concis, parce que c'est pas forcément plus intéressant. Selon un niveau d'intensité de changement climatique plus important. On pourrait dire selon le scénario, en tout cas selon l'évolution climatique qu'il va y avoir. Donc le premier, c'est le scénario de statu quo, c'est un peu la référence, le plus intéressant. C'est en gros la supposition que le changement climatique ne va pas évoluer de manière trop importante, qui permettrait en gros de continuer à produire comme maintenant en ne changeant pas grand-chose ou à la marge. Ça me semble assez irréaliste, mais c'est plus un élément de comparaison des 3 qui vont venir. Qui se place dans une hypothèse d'un changement climatique intermédiaire. C'est-à-dire, en gros, qu'on n'irait pas jusqu'à un changement qui empêcherait une production durable et économiquement viable, etc., de pommes dans la région, qui permettrait toujours de la maintenir, cette production, mais en obligeant à faire des adaptations, sinon ce serait au moins plus viable et peut-être plus durable de manière générale. Je vais vous les présenter en détail.
juste après. Et le dernier, que je ne vais pas présenter non plus, ce sera celui d'évolution climatique. J'ai appelé ça extrême, on pourra mettre des guillemets parce qu'on est plutôt dans cette trajectoire. En gros, on pourrait dire que là, c'est des scénarios si on part à plus de 2 degrés, quelque chose comme ça. Donc un changement climatique important, mais pas autant que ça pourrait l'être. Et ça, c'est un peu le scénario catastrophe, entre guillemets. Je ne vais pas présenter non plus, mais en gros, c'est un scénario où on pourra plus produire de manière rentable, voire du tout, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup, de pommes dans la région. Et je vais me focaliser sur les 3 du centre. Donc le premier, ça rejoint logiquement une des stratégies qu'on a vues, ce serait celui de dire, plutôt de faire comme on fait un peu actuellement, quand il y a un gros problème exceptionnel comme il y a eu cette année, il y a un filet assurantiel plus ou moins pertinent du type calamité agricole, vous avez peut-être entendu ce mot-là dans les médias au printemps, cet été. C'est-à-dire plutôt que financer, plutôt que tamponner un risque financier et une perte qu'il y a eu ponctuellement, on va s'équiper, on va investir pour s'équiper en prévention et éviter qu'il y ait des dégâts. Donc c'est de l'éolienne anti-gel, des bougies anti-feu, anti-gel, pas anti-feu. Ça n'a pas marché sinon. Et l'irrigation. Donc ce sera un moyen de au moins tamponner le risque. La limite là-dedans, en particulier pour la question de l'irrigation, c'est que les ressources en eau ne vont pas aller en s'améliorant, au contraire, notamment en période estivale, au moment où tout le monde en aura besoin. Il y a des chances que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, on dise à un moment que finalement l'utilisation de l'eau en arboriculture soit un peu plus, soit juste on n'a pas envie de la répartir là. Après, il y aura des questions politiques là-dessus, c'est important. Donc il y a un risque qu'en gros on coupe les vannes au moment. Donc c'est un peu la limite de cette stratégie qui pourrait marcher un temps, qui peut-être serait dangereuse à terme si le changement est trop important, et qui pourrait aussi peut-être entraîner des consommations importantes en eau, mais bon, la taille de la filière est relativement petite, donc c'est pas forcément ça le problème. Le deuxième, c'est, on rebondit aussi avec une des stratégies, c'est une stratégie de montée en gamme, je pense en particulier aussi là-dessus, mais pas que, qui voudra dire que vous allez vendre un produit avec plus de valeur ajoutée, donc plus cher, pour un même coût de production similaire, et que du coup, vous pouvez vous permettre d'en vendre moins, d'avoir un rendement plus faible, et d'avoir un revenu similaire à la fin. La limite là-dedans, c'est que autant en cidre, j'imagine assez bien que, et d'ailleurs la filière s'en occupe, qu'il puisse y avoir une certaine montée en gamme, une certaine homologisation, on pourrait dire, avec un produit qui se vendrait plus cher, autant en jus de pomme et en pomme à couteau, sachant que notamment en local, ils sont déjà quasiment tous en bio, donc déjà des produits plutôt bien valorisés, souvent en vente directe, des choses comme ça. Ça me semble plus, on va dire, plus irréaliste. En tout cas, plus compliqué à faire. Et puis, il y aura des questions aussi derrière de qui c'est qui a accès à une alimentation comme ça qui est plus chère, qui pose beaucoup de questions. Et une petite variante, ce serait de dire, on va essayer d'avoir plutôt une surproduction, et si on a 15% de rendement par parcelle en moins, c'est pas un problème puisqu'on a eu 15% de surface en plus. Et finalement, on gère comme ça. C'est une des possibilités. Et le troisième scénario, c'est toujours écho à des stratégies, c'est celui d'une diversification. Donc typiquement, moi je verrais bien un développement de l'agroforesterie, donc de culture associée aux arbres ou d'élevage associé aux arbres. Toujours avec l'idée de ne pas mettre toutes ces pommes dans le même panier, d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc là, je vous ai mis une photo de sarrasin, qui n'est pas sous le pommier, mais ça aurait pu. Au milieu d'arbres, de culture assez de bois, mais ça pourrait être fruitier. C'est quelque chose qui se faisait peut-être à une époque, qui se fait aussi ici, il y a un ou deux producteurs qui font ça, qui pourrait être développé. La Bretagne produit très peu de sarrasin par rapport à sa consommation, ça pourrait être une possibilité. Il faut qu'il pleuve en été pour avoir du bon sarrasin. Le réchauffement climatique va contre la culture du sarrasin. J'ai cru comprendre sur la floraison. J'ai cru comprendre que ça se débattait, parce que c'est pas forcément la culture la plus demandeuse, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple, sachant qu'il y a des questions de concurrence avec l'arbre qui sont à gérer dans la conception du verger. C'est un peu à redévelopper parce qu'on a perdu un peu ce genre de culture et malgré tout, au milieu des pommiers, c'est pas forcément si bien connu que ça. Et il y a aussi, donc j'ai parlé de sarrasin, ça peut être une autre culture végétale, ça peut être de l'élevage. Des lentilles. Pardon ? Des lentilles. Par exemple, un gros nombre de légumineuses, donc pourquoi pas des lentilles, du pois chiche, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, voilà. des choses comme ça, même du soja d'ailleurs. Mais ça peut être une céréale. Ou alors de l'élevage par exemple, donc typiquement du pâturage mouton, de la volaille. La limite de ce scénario là, c'est que c'est le plus compliqué, enfin le plus complexe plutôt,
à mettre en place, ça demande c'est des agrosystèmes qui deviennent compliqués. Quand on a deux cultures ensemble, comment on fait pour intervenir sur les arbres, sur la culture, quel espacement il faut, etc. Et quand c'est le cas où en fait il y a un éleveur qui vient pâturer vos vergers et vous avez que l'activité de pomme en termes de revenus, ça a des avantages, des synergies, mais ça n'a pas la solidarité économique entre les deux, sauf si c'est la même exploitation. Et ça, c'est une des grosses limites, c'est que ça pourrait se faire, mais pas de manière à sécuriser économiquement la production. Alors pour l'anecdote, là c'est pas un premier, mais ça va venir, pour montrer un peu les avantages que pourrait avoir ce genre de système. Donc là, c'est chez un des producteurs de pommes, il y a ces pommiers qui sont là-bas au fond. Cet été, alors, je ne sais pas si chaud, tous les moutons sont sous 2h de l'après-midi, tous les moutons sont sous l'arbre à Londres. C'est pour montrer un exemple. Là, c'était plus pour illustrer la tonte, même si elle n'est pas que faite par les moutons dans ce cas-là. Un producteur qui a quelques moutons sous ses RMG, de pommes, et qui du coup peuvent pâturer un peu, donc limiter le travail de tonte, avoir un intérêt en fertilisant le terrain, des choses comme ça. Là, j'en ai une dernière illustration pour parler de volaille. C'est toujours chez un producteur qui a. C'est pas une activité économique chez lui, mais il y a plein de poules, oies, il y a des pans en verger. Et il leur trouve un bon rôle de lutte contre les ravageurs notamment. Et accessoirement, les oies, paraît-il, désherbent très bien tout en laissant beaucoup de fleurs pour les pollinisateurs. Et en fait, on pourrait dire, mais en fait, ces cultures de pommiers au milieu des champs, ça a déjà existé. Alors, on vendre un peu la poudre, d'une certaine manière. Donc là, j'aurais pu prendre n'importe où sur le territoire, parce qu'honnêtement, vous prenez n'importe où au hasard, ça marche dans tous les cas. Là, c'est applaudi 1. Vous avez à gauche la photo de maman qui a 5 ou 10 ans, je ne sais plus. Ça, c'est les années 50. Donc il n'y a pas si longtemps, un gros demi-siècle. On est passé donc, un système très bocager, avec, et encore, ça avait déjà commencé à être un peu défriché et autres. Des parcelles qui étaient petites, qui étaient entourées de haies, pas partout, mais très souvent, et avec des arbres au milieu, essentiellement des pommiers, il y avait aussi un peu de poiriers et autres. Et il y en avait plein sur le territoire, et maintenant on a plutôt des faciès de ce type. D'ailleurs, vous voyez les vergers là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est des alignements d'arbres qui sont des vergers. Oui, des bastiges. Pardon? Des bastiges. Je pense, oui. Vu la tête sur la photo, on voit à côté des haies, mais ils ont l'air petits. C'est possible que ce soit ça. Donc on voit la différence qu'il y a eu. Alors je ne dis pas forcément que ça va être un retour à ça. Ceci dit, le système bocager a des avantages en termes de sécheresse, limitation de la sécheresse à des extrêmes, et pareil pour le gel. Et puis on aura probablement une version entre guillemets modernisée, parce qu'on ne cultive pas tout de la même manière maintenant, on n'a pas le même machinisme, etc. Donc ce ne sera pas forcément équivalent, mais peut-être que ce serait un certain retour à ce type de production, de type pré-verger. Pas forcément partout. J'en ai terminé sur les stratégies, et je vais ouvrir sur un dernier point, et ce sera quasiment ma conclusion. En fait, là, je vous ai cité un peu des stratégies, un scénario peut-être on en dit sous 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait si on veut décider d'aller dans une de ces directions pour que les producteurs, alors quand je dis on, c'est que ce soit les producteurs eux-mêmes ou les organismes qui peuvent les accompagner, donc, notamment le PNR, mais pas que, les organismes agricoles, le classique, etc. Mais j'ai cité, alors on citait d'autres, il y en a plein, mais 5 grands sujets où on pourrait essayer de pousser dans ce sens-là pour aider à l'adaptation. Donc le premier, c'est sur l'histoire du scénario de montée en gamme. Typiquement, pour un rôle de PNR, il y aurait peut-être un travail à faire sur l'image du produit. Typiquement, l'image d'une production qui s'est beaucoup écologisée, si on peut dire comme ça, depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Les pratiques de production ont quand même beaucoup changé. Typiquement, il n'y a quasiment plus aucun producteur qui a envie de désherber chimiquement ces terrains, et c'est en train de quasiment disparaître au local. Des choses comme ça qui pourraient être valorisées. Si on parle d'agroforesterie, il y a une certaine image à remettre des moutons ou autres sous des pommiers. Donc on pourrait tabler là-dessus. Si on parle de stress hydrique, de manque d'eau pendant l'été, un des gros sujets, c'est qu'on peut apporter plus d'eau pendant l'été ou au moment où il y en a besoin. On peut aussi faire en sorte que le sol on conserve le plus possible et le plus longtemps possible. Donc jouer sur la réserve utile du sol, j'en parlais tout à l'heure, et sa structuration notamment. Jouer aussi sur l'ombrage du verger au moment où il fait plus chaud dans l'année, ce genre de choses. Et si on parle d'agroforesterie toujours, pas d'ailleurs, de culture associée sous les vergers ou d'élevage,
Là, il y a un certain nombre de sujets. Souvent, il y a des sujets de financement initial. J'achète un troupeau de moutons, il faut clôturer le verger. C'est un certain coût. Des fois, ils ont besoin d'une aide financière au démarrage. Certains ne veulent pas faire le boulot eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas éleveurs, ils n'ont pas la formation. On peut les former, enfin, ils peuvent se former et on peut y aider. Mais des fois, ils n'ont pas forcément envie de le faire parce que c'est un deuxième métier, c'est plus de charge de travail, c'est beaucoup de compétences, hein, mine de rien. Et déjà, en arboriculture, ils ont un, voire deux métiers quand ils font la transformation. Donc on peut essayer de chercher des éleveurs qui viendraient pâturer. Il y a une grosse pression foncière dans la région. Le fait de réutiliser en partie les terrains pour pâturer par-dessus, ça aurait un intérêt par rapport à la galère que ça peut être de trouver des terrains pour s'installer en élevage. Et voilà, bon, il y a aussi des besoins d'aide un peu à la conception des vergers au démarrage. Et j'ai parlé des questions foncières. Un petit point là-dessus, je ne l'ai pas évoqué. Pour des nouvelles installations notamment, il y a peut-être un enjeu à développer des installations collectives, c'est-à-dire plusieurs personnes qui s'installent. Je prends un exemple que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, pas loin d'ici. Un éleveur, un maraîcher et un arboriculteur qui s'installaient ensemble, et l'arboriculteur et l'éleveur comptaient partager le terrain pour avoir des pommiers et du mouton sous les arbres, avec les deux métiers séparés parce que c'est deux personnes, il faut générer de revenus. Mais ça peut être intéressant d'installer plusieurs personnes, notamment quand on a du mal à accéder à des gros fonciers qui font beaucoup de capitaux, donc parfois il faut être plusieurs pour ça. Donc ça c'est un peu les types de perspectives. Et en fait on a discuté de tout ça avec les producteurs et des partenaires techniques et institutionnels d'ailleurs en début septembre. Et il s'est avéré que déjà ça permettait de confronter l'analyse que j'avais pu faire, qui a été dans l'ensemble validée, hein, qui se projette bien dans ce genre de stratégie et dans les différents scénarios. Et c'est un peu aussi les éléments que je vous montre, c'est aussi ce qui est ressorti des discussions, ce que eux jugent le plus important dans les années ou dizaines d'années à venir. Et il se trouve qu'on va probablement créer un espèce de groupe de travail qui se réunira un peu tous les ans pour faire le point sur ce genre de projet, sur les besoins qu'il y a maintenant, les actions à mettre en place. Et une demande en fait auprès des producteurs, hein, c'est ce qui montre bien que de un, ils ont conscience du problème, des enjeux à venir, et de deux, qui sont motivés pour essayer de s'y adapter. Et c'est tout pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention.